Bonsoir mesdames et messieurs, merci de la confiance que vous accordez à la radio-télévision nationale congolaise. Si nous nous retrouvons en ce moment précis, c'est pour garder ce cordon ombilical avec les populations meurtries de l'Est de la République démocratique du Congo. Ils sont sous occupation depuis plusieurs jours déjà. Ils sont maltraités, malmenés, sacrifiés pour certains, complètement mis en situation difficile. Et pour garder ce cordon ombilical, la radio-télévision nationale congolaise produit et diffuse Kivu Biso. Kivu Biso, c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons ce soir pour parler de ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les sujets que nous avons retenus pour ce soir, c'est l'occupation illégale de ces pans entiers de notre pays, la République démocratique du Congo. Et pour parler de ces sujets, nous avons fait appel à trois personnalités sur ces plateaux. Je vais les présenter. Et tout à l'heure, Nikez Kibelbel Oka est ici avec nous. Bonsoir Nikez. Bonsoir, chers confrères. Nikez est journaliste d'investigation. Il est spécialisé dans les questions de défense, de sécurité, mais aussi de terrorisme. Il a écrit plusieurs ouvrages sur ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. La dernière production, si je me trompe, il va me rappeler, il s'agit des rébellions, les rébellions rwandaises au Kivu, 1996-2024. C'est un ouvrage préfacé par le professeur Ndayuel et postfacé par le professeur Cyril Moussila. Je ne me suis pas trompé. Ça, c'est très bien, vous avez 10 sur 10. Voilà. Donc, pour continuer cette présentation, nous avons un avocat, pas des moindres, il est spécialisé dans les questions de cohésion communautaire ou cohésion nationale. Il va lui dire un peu plus, de manière plus détaillée, j'allais dire, c'est un avocat, Patient Bachombe. Bonsoir, monsieur Patient. Bonsoir, cher Eddy, et merci pour l'invitation. Et pour être genré, nous avons choisi d'avoir sur ces plateaux Madame Chantal Faïda. Depuis 12 ans, elle se bat pour le positionnement des questions des femmes aux agendas des priorités nationales, mais elle est aussi en train de guider les femmes pour faire des choix judicieux. Pourquoi pas entrer en politique avec elle sur ces plateaux? Nous allons parler de cette occupation illégale. Bonsoir, Madame Chantal Faïda. Bonsoir, Monsieur Eddy. Une magnifique présentation, merci. Ah, ça me fait plaisir, moi déjà. Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, nous allons voir la réalisation. Nous avons parlé de l'occupation illégale. Un constat a été fait sur le terrain. À quoi il ressemble? C'est dans ceci. Plus de 30 ans de guerre, de vies brisées et d'espoirs étouffés. Au Kivu, en République démocratique du Congo, le conflit semble sans fin. En 2021, un ancien groupe, le M23, métamorphosé depuis 1997, puis de fait en 2012, refait surface. Derrière des revendications de façade présentées comme congolaises, les enquêtes des Nations Unies et de plusieurs organisations internationales pointent une réalité. Un soutien direct du Rwanda en hommes et en matériel, mettant ainsi en lumière une occupation rwandaise à travers sa brigade avancée au Congo. En janvier 2024, la guerre prend une nouvelle ampleur. Plus de 8000 soldats rwandais sont mis à contribution aux côtés de l'AFC M23. Leur objectif, la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Sa chute provoque ainsi un désastre humanitaire et les conséquences s'étendent jusqu'à Bukavu, la grande ville voisine. Dès leur entrée à Goma, les rebelles installent une administration parallèle. Ils vont jusqu'à annoncer des structures judiciaires où les victimes se retrouvent face à leurs propres bourreaux. Kinshasa dénonce immédiatement une occupation illégale. C'est évident que ce qu'ils essayent de faire viole même le prescrit de la déclaration de principe qui se fonde notamment sur le respect de la Constitution. Je ne voudrais pas aller plus loin, charte de l'Union africaine ou charte des Nations unies. C'est un groupe qui est appelé à disparaître. Ils ne peuvent pas penser qu'ils peuvent recruter des magistrats. Comment ils les feront? Sur quelle base? Comment ils rendront justice? Comment seront-ils payés? Mais tout ce que vous voyez en réalité, ce sont des gesticulations qui dévoilent
les vraies intentions du Rwanda et de sa brigade avancée. L'idée, c'est en fait de vouloir créer un état de fait. La nomination des magistrats revient à l'État. Et je ne vois pas pourquoi on peut polémiquer, même sur cette question de M23 qui nomme des magistrats, ainsi de suite. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui fait cela, et je ne vois pas qu'ils ont cette compétence. Donc pour moi, c'est même un non-débat. Mais cependant, dans le cadre du gouvernement, le gouvernement va prendre une ordonnance déclarant nul des faits et tous les actes judiciaires, administratifs et autres posés par ces groupes en violation de la Constitution. Dans le cadre foncier, il y a eu déjà une ordonnance qui déclarait nul et de nuls les faits, les actes qui ont été posés pour attribuer des concessions de façon illégale à des groupes. Nous allons nous assurer que cela est fait. Vous savez, dans la situation où nous sommes, ils veulent poser des actes apparemment légaux et légitimes pour se couvrir de leurs crimes. Donc c'est important pour nous de leur rappeler que tous ces actes qu'ils vont poser sont nuls et de nuls faits. Et bon, les instances appropriées pourront prendre des sanctions pour ces magistrats qui vont commencer à travailler. Vous savez, même pour être nommé magistrat, il y a des critères. La communauté internationale condamne à son tour ce qu'elle qualifie d'occupation rwandaise et appelle au respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Mais pour les habitants de Goma, le quotidien devient un cauchemar. Sous une gouvernance des terreurs, la population reste pourtant debout. Dans les rues, dans les meetings publics, certains osent interpeller les occupants sur leurs souffrances. Cordo ulisema que chez la population tunapaswa kuwa nalipa impôt. Mais alors, ni muzuri kulipa l'impôt. Comment muna pensé soutenir ma activité de revenus za bajene mu cadre ya entrepreneuriat? Na kushite kwa les questions, hamuna besoin de sensibiliser pour que tuingie mu armée. Hapana. Mais juste wenye washatangulia ma effet zabo ndio zitatusensibiliser pour que tuingie mu armée. La première des choses, on sait bien que biko mu armée juu ya kutuchunga. Ndio, tuko conscient na ile. La deuxième des choses, banagusa kidogo juu ya kusoutenir ma famille zabo. Mutera tone circulation makuta. On se demande banapokeaka bapokeaka. Ile question yenye nitafuta uliza ye papa maire de la ville. C'est vrai, mon exposé à parlait de la sécurité na insécurité. Alors ça ni kwa na shima apale, ni kwa kama sécurité iko na forme za mingi sana. Alors mien dati martelé parler ku sécurité alimentaire. Mien c'est vrai, masasi na piga déjà ni insécurité. Na kulala njala. Non, insécurité. On a pensé à toucher la population. Cette nouvelle guerre d'agression dépasse désormais l'est du pays. Partout en République démocratique du Congo, de Kinshasa à Lubumbashi, de Matadi à la diaspora, au Kivu, une flamme patriotique s'allume. Les Congolais affirment que la douleur d'un territoire, d'une province, d'une partie du pays est la douleur de toute la nation. Vous voyez que ce n'est pas le combat d'une seule personne. On ne peut pas dire que c'est le combat seulement de l'hiérarchie, mais c'est le combat de tout le monde aujourd'hui. Même dans cette situation de terreur, l'occupation illégale n'arrive pas à briser la résilience, encore moins la résistance des peuples martyrisés. La joie de vivre est encore là, il y a toujours espoir. Ma toute première question, c'est à Nicaise que je vais la poser. J'ai dit tout à l'heure que vous êtes spécialiste dans les questions de défense, sécurité et terrorisme. Cette occupation illégale n'est pas quand même un élément fortuit. Ça doit être pensé ailleurs et de longue date. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que vous comprenez très bien que cette occupation illégale procède d'une volonté préparée de longue date? Merci beaucoup, Eddy. Vous l'avez bien dit, ça procède de longue date. Et vous avez rappelé mon livre, Les rébellions rwandaises au Kivu, de 1996
à 2024, on peut même dire jusqu'à nos jours. C'est une politique, une stratégie de diviser pour exister. Le Rwanda utilise cette stratégie-là, de diviser les Congolais pour exister. Malheureusement, dans cette stratégie de diviser, il y a mort d'hommes, il y a destruction méchante des vies et des biens. Cette stratégie de pourrissement sont faites pour montrer aux Kivusiens, de façon générale, ou de façon particulière, et aux Congolais de façon générale, que cette partie-là peut ne pas appartenir au Congo, et vous pouvez l'abandonner. Or, les Congolais sont unis, les Congolais tiennent à l'unité nationale, tiennent aux rêves leur laissés par les pères de l'indépendance. Les Congolais ne sont pas prêts à céder. Donc, cette stratégie de pourrissement date de presque 30 ans, mise en place par le pouvoir FPR, Front Patriotique Rwandais, soutenu naturellement, d'abord par les anglo-saxons, en premier lieu les Américains, les Britanniques et les autres ensuite. Donc, cette situation qui fait que chaque jour, les Congolais sont en deuil, devrait prendre fin si nous, les Congolais, nous prenons conscience qu'on veut nous diviser, on veut nous prendre notre pays. Nous le disons régulièrement. Comment quelqu'un, un Houndé, un Hutu, un Tutsi, un Nandé, sachant bien qu'on tue, on dépeuple pour repeupler les territoires de nos ancêtres, comment des gens pareils peuvent entrer dans une rébellion? Qui vient tuer? Donc, cette situation, pour revenir à votre question, relève d'une stratégie savamment préparée et qu'on est en train de mettre en place depuis 30 ans. Et Dieu merci, depuis 30 ans, ça échoue et nous souhaitons que ça continue à échouer, que ce soit la dernière fois pour que le Congo retrouve en fait l'équilibre et vivre en paix, que tous les Congolais puissent respirer et vivre la paix. Patient Bachombe, on parle d'une stratégie savamment préparée de longue date, mais les populations, on a évoqué tout à l'heure, les Houndés, les Tutsis, tout ce monde-là dans la partie est de la République démocratique du Congo, comment ils peuvent pactiser avec ceux qui viennent pour tuer? Vous qui travaillez avec la société civile, est-ce que vous pouvez nous assurer sur ces plateaux que cette flamme, cette volonté d'appartenir à une République démocratique du Congo une et entière est ressentie? Je voudrais vous dire d'abord que les Congolais aiment le Congolais, que ce soit au nord, au sud Kivu, que ce soit à province orientale, que ce soit à l'ouest, que ce soit au centre, partout, les Congolais qui ne se connaissent pas, mais ils s'aiment entre eux. Et ils ont toujours une résilience et veulent renforcer leur cohésion sociale. Mais il y a toujours d'autres compatriotes et des compatriotes qui pactisent avec l'ennemi, qui donnent la force à l'ennemi de pouvoir pénétrer le pays afin de réaliser leurs rêves. En fait, comme l'ami venait de le dire tout à l'heure, les autres ont eu le temps d'avance, une avance sur nous pour balkaniser notre pays, amputer une partie de notre pays qui puisse dépendre, n'est-ce pas, de leur nation, du Rwanda et d'autres nations tout autour de notre pays, afin de pouvoir piller les richesses, développer chez eux, mais laisser notre pays vide. En réalité, ils ne pouvaient pas y arriver s'ils n'étaient pas soutenus par des Congolais. On sait pertinemment bien que dans toute société, il y a toujours des guéguerres, il y a toujours des petits conflits. Si vous allez au Congo central, si vous allez au Bandundu, un peu partout, il y a toujours des guéguerres, il y a toujours des petits conflits. Mais la différence avec ce qui se passe au nord et au sud Kivu, c'est qu'il y a eu des éléments d'extranéité avec l'implication de pays comme le Rwanda, comme l'Ouganda et d'autres pays qui viennent exacerber ces conflits, n'est-ce pas, au niveau de l'Est, en utilisant certains enfants égarés et qui, malheureusement, ont semblé avoir, je vais dire,
une certaine confiance de certaines communautés jusqu'à embarquer, n'est-ce pas, les communautés dans cette besogne. Donc, les Congolais aiment le pays et aiment le Congolais et ne peuvent pas accepter que leur pays soit balkanisé. Ça s'est acté. Madame Chantal Faïda, vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, combattante. Certainement que les informations qui vous parviennent ne sont pas très bonnes. On parle de l'occupation illégale. La femme ressent beaucoup plus lourdement cette occupation par plusieurs affres sur son vécu quotidien, sur sa personne. Comment s'exprime cette douleur? Comment elle s'exprime auprès des femmes qui vont au champ, des femmes qui sont entrepreneurs, s'il y en a quelques-unes? Comment ressentent-elles cette occupation illégale du pays? Merci beaucoup. Je vais commencer par exprimer une pensée pieuse pour nos compatriotes qui sont sous occupation. C'est une situation exceptionnelle et on ne doit pas accepter cela. La deuxième des choses, j'aimerais appréhender votre question avec 3 dimensions. La première dimension est culturelle. C'est dire que si Dieu a permis que nous, peuple congolais, nous fassions face à ce genre de défis, c'est-à-dire que nous avons les forces pour résister à ça. Et donc, on ne doit pas penser que cette épreuve est fatale. C'est passagère et nous avons les capacités. La deuxième dimension, c'est historique. On a lu dans l'histoire que le Congo n'a jamais été géré seul par les Congolais. Il y a toujours des prédateurs, il y a toujours des forces internationales qui veulent avoir une main mise sur le Congo. Mais depuis qu'ils ont pensé cela, ils ne sont jamais parvenus à émietter les provinces de la RDC. C'est-à-dire qu'il y a une âme nationale qui veut rester unie. La troisième dimension, elle est économique et sécuritaire. C'est-à-dire que nous avons un potentiel des ressources qui sont immenses et cela nous attire des convoitises. Mais du point de vue sécuritaire, ce que le peuple congolais demande, et même les femmes, c'est le monopole de la violence qui doit venir du pouvoir public. Mais aujourd'hui, on a vu que les gens, ils peuvent s'aventurer pour attaquer des régions et percer sans une résistance de la part des pouvoirs publics. C'est ça qui interpelle. Et donc, en tant que communauté, nous savons, depuis qu'on est jeune, on sait que quand l'État s'élève, personne ne peut résister. Et donc, on fait l'appel pour que ces monopoles de violence reviennent comme en temps passé et qu'on puisse récupérer toutes les entités. Vous savez, aujourd'hui, l'occupation contrôle environ 10 millions de compatriotes, 70 000 km². Et cette situation a entraîné des conditions humanitaires dégradantes. On parle de 28 millions de compatriotes qui sont dans une situation d'extrême urgence. Nous sommes la deuxième crise internationale, après l'Ukraine, après la Syrie qui vient en 3e position. Et donc, au niveau international, tout le monde veut voir la réaction au sein de la RDC, d'abord la réaction interne pour faire face à cette crise. Et la première solution, c'est la paix et la reconquête de toutes les frontières congolaises. Maître Bachombe, la reconquête, il faudrait que le peuple du Sud Kivu, le peuple du Nord Kivu, sentent que la République démocratique du Congo est derrière lui. Alors que l'on parle de la reconquête, alors que l'on parle de la restauration de la paix, comment concevez-vous le comportement du peuple sous occupation? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Comment devrait-il se comporter? D'abord, je voudrais dire que le peuple sous occupation est soumis à des actes inimaginables. Le peuple sous contrôle aujourd'hui, sous occupation, est soumis à des actes inimaginables, des tortures et même à l'esclavage pratiquement. J'ai vu dans le réseau comment même un gouverneur au Sud Kivu a obligé la population de ne même pas sortir le samedi jusqu'à 11h. Donc on ne vous voit même pas. Et si on vous voit,
on vous séquestre et on vous emprisonne. Donc, lorsque on tue en masse dans les villes, dans les entités, c'est pour faire peur. Ça veut dire qu'ils viennent avec vraiment la terreur pour que vous puissiez les obéir. Sinon, vous savez ce qui vous attend. Et donc, nous savons que la population au nord Kivu, au sud Kivu, c'est une population résiliente. C'est une population résiliente et elle a prouvé à plusieurs égards comment elle est résiliente malgré tout ce qui se passe sur le plan économique, sur le plan social. Vous sentez qu'on leur inflige vraiment l'inimaginable, mais ils tiennent à leur pays. Et il y en a plein. D'ailleurs, la plupart, ils ne soutiennent pas la rébellion. Les Congolais, en réalité, ne soutiennent pas la rébellion. Il y a quelques Congolais qui s'affichent. Parce qu'au nord Kivu et au sud Kivu, on est conscient que c'est le Rwanda. Bien évidemment, on a mis en avant quelques images des figures congolaises, mais tout le monde sait pertinemment bien que ce n'est pas une rébellion. En réalité, c'est une action rwandaise présentée sous forme d'une rébellion. Et au nord Kivu, au sud Kivu, on le sait, parce que ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. Ça fait des années, près de 30 ans. Mais maintenant, là, les gens ont compris que ça n'est de trop. Il ne faut pas pactiser avec l'ennemi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je félicite cette émission, cette initiative, pour parler du Kivu, pour dire à nos compatriotes au Kivu que nous ne vous avons pas oubliés et que nous sommes ensemble. Et c'est la voix qui s'élève. Aujourd'hui, en RDC, je suis en train de suivre des compatriotes à Lubumbashi qui s'élèvent et qui parlent, à Kisangani qui parlent et qui soutiennent la solidarité. Au Congo central, vous avez suivi, au Congo central. Donc le Congo se sent vraiment solidaire, n'est-ce pas, par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays. Et c'est ça la bataille, c'est ça la résilience dont question. Et au niveau de la société civile, on y travaille. On y travaille parce que nos compatriotes doivent savoir qu'il y a des gens qui se sont mis debout pour les appuyer, pour soutenir les actions qui vont faire à ce que rapidement, très rapidement, l'on redevienne un seul pays et que toutes ces autorités de fait qui sont là et qui occupent, n'est-ce pas, illégalement nos communautés, qui commencent même à mettre des institutions illégales, n'est-ce pas, puissent lâcher prise. Nikez, ce que vient de dire Patient est effectivement vrai. Le peuple de Goma, le peuple de Bukavu, ce sont les grandes villes qui sont sous les bottes de ces occupants. Est-ce que vous avez l'impression que le peuple a pris conscience de cette présence rwandaise? Nous avons parlé de la brigade avancée du Rwanda qui se présente comme l'AFC M23. Est-ce que vous pensez que le peuple sous occupation réalise effectivement qu'ils sont sous l'emprise plutôt d'une brigade avancée du Rwanda que des politiciens qui se mettent au devant de la scène pour fustiger ce que tout Congolais libre peut dire? Oui, Eddy, ce n'est pas une impression, c'est une réalité, une vérité avérée si vous acceptez. Les populations du Kivu savent très bien que ceux qui sont au devant, à la vitrine, ce sont des marionnettes. Et l'histoire se répète depuis 1996. Nous avons vu des Congolais défiler comme étant les chefs de guerre. 96, 98. Et 98, c'était encore pire parce que ce n'est pas seulement l'Est qui en souffre. En 98, la rébellion du RCD avant de naître, mais il y avait les raids sur Kitona, où le Rwanda a coupé l'eau et l'électricité. Combien de morts dans des maternités? Donc, des actes terroristes, ça vise tous les Congos. Et les Congolais le savent, de l'Est à l'Ouest comme du Sud au Nord. C'est-à-dire que les peuples du Kivu sont conscients que ceux qui viennent leur parler, ce ne sont pas des Congolais. Ils portent l'habit du Congolais, mais ils n'ont pas l'âme congolaise. L'âme du Congolais, c'est la solidarité, c'est la fête, c'est la joie. Ce n'est pas ce qu'on amène au Kivu.
Et ceux qui vivent aujourd'hui dans ces territoires, ils ont vécu les 5 jours des affrontements à Goma. Ils savent que ceux qui se sont battus, ce n'était pas Corneille Nangaa. C'était des militaires rwandais qui sont venus. Même chose à Bukavu. Donc, ce n'est pas une impression. Les populations de l'Est savent très bien que la personne qui leur fait la guerre, c'est bien le Rwanda. Et n'eût été cela, mais l'Est tomberait déjà. La résilience et l'empathie de ces populations font qu'il y a effectivement la résistance, font qu'aujourd'hui, pour prendre Uvira, il y a eu des problèmes, font que des Wazalendo se mettent debout, parce que les Wazalendo, ce sont des gens qui... C'est sur leur terre que l'ennemi est arrivé. Ils ne peuvent pas abandonner leur terre. Donc, si les peuples du Kivu n'étaient pas conscients, il n'y aurait pas de Wazalendo, il n'y aurait pas de la résistance. Mais cette résistance est doublée de la résilience, et j'ajoute même de l'empathie, parce que l'empathie signifie seulement le sentiment de connaître l'ennemi à travers, comment dirais-je, le comportement de l'ennemi, le bon et le mauvais côté. Et la population vit le triplement des prix sur le marché, le refus de la population de cultiver. Vous avez posé tout à l'heure la question à Mme Chantal. Les femmes qui ne peuvent pas aller à la rivière, qui ne peuvent pas aller au champ, de peur d'être violées. Vous avez montré des images ici, les camps des déplacés. Non seulement la population est déplacée, mais on vient détruire à nouveau ces camps-là. C'est une errance éternelle. Et qui peut aimer un ennemi qui vous met dans une situation de déstabilisation complète? Un ennemi qui vient piller chez vous. Un ennemi qui vient créer la peur chez vous. Heureusement qu'au-delà de ce que fait l'ennemi, de ce que fait le Rwanda, la population, je dirais un peu métaphoriquement, que la population se moque de l'ennemi parce qu'elle sait que l'ennemi ne prendra jamais cette terre-là. C'est pourquoi il y a la résilience. C'est pourquoi tout le monde ne fuit pas. C'est pourquoi, effectivement, vous voyez, lorsque l'ennemi tient un meeting, on lui pose des questions pertinentes en lui disant droit aux yeux que vous faites la volonté du Rwanda. Malheureusement, les ridicules ne tuent pas. Malheureusement, les ridicules ne tuent pas. Madame Chantal Faïda, la résilience, cette résilience doit être entretenue et soutenue parce qu'il faut avouer que cette population est dans la souffrance. On a supprimé la gratuité de l'enseignement là-bas. Est-ce que par vos contacts, par votre façon de faire, il y a lieu d'inciter ces populations à documenter les massacres qu'il y a, les tortures, les brimades, tout ce qu'il y a là-bas en termes de violation des droits de l'homme? Vous pensez qu'il y a des canaux par lesquels vous pouvez agir pour que ces populations documentent, parce qu'un jour ou un autre, il faudrait que ces occupants répondent de leurs actes? Oui, je pense que c'est l'occasion ici de lancer un appel pour soutenir les défenseurs des droits humains qui sont en déplacement à Kinshasa et dans d'autres régions de la RDC. Ce sont eux qui avaient cette latitude et même cette légitimité de documenter. Parce que pour documenter, il faut vraiment vérifier l'exactitude des faits et les coucher sur papier et les publier. Mais aujourd'hui, comme ils sont en déplacement, ils les font à distance. Donc, ceux qui sont sous l'occupation, c'est un peu difficile qu'ils puissent en même temps documenter parce qu'ils s'exposent. Si jamais les autorités des faits tombaient sur ces documents, quelque part, ils allaient dire qu'ils sont en train de travailler des connivences avec d'autres personnes, alors ils s'exposent. Alors, les gouvernements congolais peuvent appuyer les défenseurs des droits humains, surtout que nous avons une loi qui protège les défenseurs des droits humains, avec des ressources pour pouvoir mettre à leur disposition peut-être un local et même des outils pour pouvoir tout documenter, parce qu'un jour, il y aura la justice, même 100 ans plus tard, mais on reviendra sur les faits qui se sont passés dans la région de l'Est de la RDC. Et pour ça, il faut vraiment appuyer. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, on se fie plus au rapport des organismes internationaux, alors que peut-être qu'eux ont un œil qui est un peu éloigné par rapport à nous, qui connaissons la langue, qui avons les contacts directs avec les victimes, les survivantes. Et donc, c'est une responsabilité du gouvernement
La deuxième chose, c'est de pouvoir encourager l'espoir. Parce que même si on essaie d'imposer certains faits illégaux, mais quelque part, il faut résister. Parce que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante contre la pauvreté. Quand vous privez un peuple de l'éducation, vous lui privez l'espoir, vous lui privez la prospérité. Et donc, les parents qui ont encore les possibilités doivent toujours continuer à envoyer les enfants à l'école. Et puis, il y a lieu ici de saluer le ministère de la Santé qui parvient à faire accéder les vaccins dans ces entités. Et là, vraiment, c'est une action vraiment de noblesse à saluer parce que tout le monde avait peur de se rendre dans ces zones sous occupation, mais le ministère de la Santé a dit que ce sont des enfants congolais et il y a des périodes pour lesquelles les enfants doivent avoir accès au vaccin. Si on fait passer 3 mois sans vaccin, on risque d'avoir des conséquences fâcheuses. Et donc, le vaccin arrive aujourd'hui dans les zones sous occupation grâce à l'implication du pouvoir central et c'est quelque chose à saluer. On pourrait même passer par là pour encourager les initiatives de paix qui sont en cours pour que plus tard ils comprennent qu'en fait, si vous avez besoin de revendiquer des postes ou des responsabilités politiques, attendez les élections, passez par les voies démocratiques pour pouvoir être reconnus à des postes de souveraineté plutôt que de prendre les armes. Donc notre pays peut s'appuyer sur ce genre d'initiatives, l'éducation, la santé, la culture, parce qu'on voit beaucoup d'artistes qui ne cessent de soutenir la population sous occupation avec des productions qui sont exceptionnelles et à saluer. Donc vraiment, c'est un appel à la solidarité nationale pour que nous demeurions unis, parce qu'un peuple qui veut marquer l'histoire doit demeurer uni, soudé. Alors, nous allons suivre ces micros baladeur, j'allais dire, cette vox pop qui a été faite sur place à Goma, il y a environ, je crois, la semaine dernière. Nous allons suivre. Mimi najiuliza mtoto kama iko wapi ti leo, tulishalia tulishachoka na abako banaitika tunazogelea hata kubiro. Sasa tunafika kubiro banatukimbiza, tunajiuliza tuko wapi, kama tulishakuwa manyama, kama tulishakuwa wapi. Kwa hii hali inaanza kuwa ya boga. Sasa banakamata mtoto kusema batusemee, inakuwa sasa ni kutukimbiza sama nyama. Tunajiuliza kama chipeke tutaanza kuwa tunajiuia batoto wala tutaishi aye wala tusizalake tena. Ndio tunajiuliza inchi banasema itajengwa na vijana, itajengwa na wamama, tutajenga inchi aye. Batoto banabakamata sama nyama na kila mtoto kumkamata banasema ni mzalendo. Sasa batoto yote ni bazalendo, tunateseka sana. Tunateseka sana, banafunzi banakosa kuenda kumasomo. Banduku hata bakamate na basoda, basi basoda bataishi bila bakusomaka. Batoto yetu ni basomai, me banakatala banatukamata batoto banduku. Tufanye nini? Banduku mutusamee. Na bako banatubagua, sasa tunafika pale banatukimbiza, banasema atatutemea mu makinywa. Wanasema tuko bichuchu, batatutemea mu makinywa. Tutaishi aye, tundigombolewa aye na bako wanasema batatutemea mu makinywa. Sheba mama kufika ni kutukimbiza sama imbo. Zamani tulikuwa tunaona mfungwa anafungwa, hata mzazi anaenda muona. Na kama hatutabeba chakula, lakini unasemesha hata mfungwa wako, uju mfungwa naye haiko nyama. Batoto banakuwa na juma mbili, ni batoto ya masomo banduku. Juma mbili batoto na inosa hata kuwaka tena. Il y a plusieurs des activités de la population qui sont suspendues jusqu'à ce jour parce que tout simplement cette population ne veut pas exercer certaines activités sous le joug des rebelles. Et que donc cette population se sent coupée du gouvernement, cette population se sent coupée de son habituel gestionnaire qui est l'État congolais. Et vous savez vous-même des crimes atroces que ces rebelles sont en train de commettre à Goma, à Bukavu et partout où ils sont. Et que donc, c'est une population qui est dans un danger permanent, mais qui continue à croire à l'État congolais. Et c'est déjà un avantage majeur que l'État congolais doit aussi capitaliser en mettant en place urgemment des mécanismes et des stratégies pour asseoir son autorité sur cette zone-là. Je sais que la population de l'Est est traumatisée aujourd'hui avec la situation. Depuis le mois de janvier, quand on a pris Goma, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes fin septembre. Il y a toujours, la situation ne marche pas. Chaque jour, il y a des pertes de vies humaines. Nous,
avec ces genres de vie, ces modes de vie, ça ne nous entre pas. En tant que producteurs, en tant que des artistes engagés que nous allons utiliser, c'est pour montrer que trop c'est trop. Il y a aussi, c'est notre façon de contribuer. Les messages que nous avons, c'est le message, nous ce qu'on veut, on veut les changements. On veut vraiment que les choses changent. On veut que la population de l'Est, que je parle en swahili dans ma langue, que kukumbuka kama Est existe. Kukumbuka kama à l'Est il y a des enfants. À l'Est il y a nos frères, il y a nos sœurs qui souffrent, qui ne... Patient Bachombe, les cris de détresse, ça fait très mal. Surtout ces cris de cette dame qui ne sait à quel sens se vouer. Tous les jeunes sont les Bazalendo désormais, maltraités et traités en conséquence par l'occupant. Qu'est-ce qu'il faille faire? C'est vraiment ça la situation que cette dame vient de peindre, qui se passe dans toutes les entités sous occupation. En réalité, on a privé à la population le droit de mouvement et tous les jeunes sont assimilés au Wazalendo, c'est-à-dire des menaces contre la rébellion, et on en fait comme on veut. Il y a des enfants qui ont disparu, on les a tout simplement massacrés et on ne sait pas à qui on va poser la question. Et les femmes, quand elles vont poser des questions à l'administration, à leur administration, on les chasse. Elle a bien dit cela. Et donc la situation est celle-là, et c'est une situation de terreur. De terreur, les femmes qui vont même au marché, elles ont des taxes qu'elles doivent payer. Et vous savez, le comble de tout ça, toutes ces taxes vont au Rwanda. Quand on a récolté des taxes, elles vont au Rwanda. Et la situation que vit la population là-bas, elle est vraiment terrifiante. Elle est terrifiante. Vous avez suivi un autre collègue qui disait, notre compatriote qui disait que la population attend vraiment que Kinshasa fasse quelque chose parce qu'ils croient à Kinshasa, ils croient au gouvernement pour que le gouvernement vienne les libérer. Vous comprenez tout de suite là qu'il y a encore espoir. Hein? Il faut leur dire qu'il y a espoir. On va demander à la population de continuer à croire que nous redeviendrons un seul pays. Nous redeviendrons un seul pays. Toutes ces douleurs qu'on vous fait subir, un jour finiront, n'est-ce pas, par être réprimées. Et c'est là que je voudrais dire à cette femme qui parlait qu'un jour, il y aura la justice. Et vous savez, ce n'est pas seulement pour cette occasion que le Rwanda a commis des massacres, même en 1998, en 2008, 2009, et presque tout le temps. Et tous ces crimes internationaux, tous ces crimes qui sont commis là-bas, ils ne resteront pas impunis. Ce sont des crimes imprescriptibles. Et nous devons tout faire pour que nos communautés là-bas soient vengées, voulais-je dire. Que ces communautés, un jour, elles voient tous ces criminels passer devant la justice. Et je crois que ça sera une façon de penser leur plaie. Ce sera une façon de penser leur plaie et nous allons nous y mettre. Nous sommes en train de nous y mettre. Vous avez posé aussi la question de savoir si il y a de monitoring qui se font pour documenter. Oui. C'est un travail, en tout cas discret, qui s'est fait même dans les zones sous contrôle jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des données vraiment d'envergure qui sont conservées par la société civile et qui sont en train d'être, n'est-ce pas, proposées comme évidence pour qu'on puisse mettre en place soit un tribunal pénal international pour la RDC ou soit des chambres mixtes spécialisées prochainement. Et donc, je voudrais dire à cette femme et à toute la population qui nous regarde du Kivu que nous ne les abandonnerons pas. Il y a tout un combat et le peuple entier est
conscients de toutes les tortures, de toute la situation qu'ils sont en train de vivre au niveau de l'Est de notre pays. Nikez, Kibelbel, les populations sont meurtries. Ceux qui sont occupants s'évertuent, eux, à convaincre la population que le gouvernement vous a abandonné. Comment pensez-vous qu'ils réussissent à retourner ces souffrances qu'ils imposent aux populations en bien qu'ils veulent pour cette même population? Oui, merci Eddy. 2 exemples. Lorsque le Rwanda lance l'offensive sur Goma, c'est un samedi, les élèves rentrent à la maison. Mais quand ils reviennent après, ils trouvent que les écoles sont détruites. Quand vous prenez l'école du cinquantenaire, tout détruit. C'est une école construite par l'actuel ministre du Commerce extérieur, Gine Palouk, une école technique. Tout a été détruit. Vous pensez vraiment que quand les Rwandais disent aux Congolais que Kinshasa ne fait rien, les Congolais ne voient pas. C'est des gens qui ont la mémoire, qui voient. Ces élèves qui sont partis un samedi, ils reviennent un mois après, rien, pas de laboratoire, tout est détruit. Même si vous leur dites que non, c'est Satan qui est passé après, ou bien c'est l'orage, ils ne vont pas croire. La dame qui est passée nous raconte comment on recrute par la force les enfants. Et cette même dame, vous pensez qu'elle peut applaudir? Elle n'applaudira jamais. Vous savez, la bêtise, le problème de la bêtise, c'est que la bêtise parle. Quand les rebelles prennent des photos, parce que ce n'est pas seulement, vous avez posé la question si la société civile est documentée, mais il y a même des photos qu'eux-mêmes, les rebelles, mettent sur les réseaux sociaux. Ils vous disent, nous avons recruté 4 000 ou 5 000 personnes. Eux-mêmes mettent des photos. C'est ça, la bêtise est bavarde. On les aura à partir de ces photos qu'ils publient. On les aura à partir des meetings qu'ils tiennent. Quand Nanga dit publiquement que Tshisekedi m'a confisqué des carrés miniers, est-ce que c'est le problème du peuple congolais? Et s'il vous a confisqué les carrés miniers, il y a la justice. Vous devez prendre les armes. Vous devez tuer les gens. La guerre à Goma fait au bas mot, en 5 jours, 3 000 personnes tuées. Il y avait le miasme, c'est-à-dire l'odeur de la pourriture. Pendant presque 10 jours, les gens se promenaient les nez bloqués. Et on a enterré des gens. Il y a des familles qui n'ont jamais vu leurs enfants tués parce qu'on les a enterrés dans des fosses communes. La population voit, observe. On a l'impression qu'elle ne parle pas, mais la population comprend d'où lui vient la souffrance. La population sait comparer avant et après. Mais écoutez, tout à l'heure, j'ai parlé de la stratégie de l'ennemi. En 98, paf, ils attaquent Inga, coupent le courant et l'eau. Mais regardez en 2025, ils détruisent l'aéroport de Goma. Parce qu'ils savent que l'aéroport, c'est le pont. Ils détruisent l'aéroport de Goma. C'est-à-dire qu'ils nous coupent volontairement du lien entre l'Est et l'Ouest, le Sud et le Nord, du lien humain et aussi lien commercial. Aujourd'hui, tout ce qu'on produit à Goma va au Rwanda. Aujourd'hui, les compagnies brassicoles de Bukavu ne produisent plus. Les gens consomment la bière rwandaise. Tout vient du... Même le produit, la farine de maïs de Rutshuru, c'est récupéré, retourné au Rwanda et revendu aux Congolais. Les Congolais voient tout cela. Donc, on peut tout dire, on peut tout expliquer à la population que non, c'est nous les libérateurs. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils viennent sous l'étiquette de libérateurs. Nous pouvons les citer nommément comme ça. On ne peut pas être libérateur chaque année. En 1996, vous avez été libérateur. On vous a donné des postes. Nous ne sommes pas encore... En 1998, vous revenez libérateur. 2003, Sun City, on a cru que Sun City avait réglé l'affaire. 2003, on revient, libérateur. 2008, libérateur. 2009, 2012, aujourd'hui.
vous allez libérer quel peuple? Vous allez libérer quel peuple? Le peuple, vous tuez le même peuple, vous le libérez. On ne libère pas le peuple en les tuant. Donc, bref, la population est consciente, la population connaît son ennemi, la population sait que, malgré les souffrances, elle avait un État central, avec l'administration dans les provinces. Aujourd'hui, cet État central est amputé et les surtaxes, j'allais dire. Posez la question, les factures de la régie des eaux à Goma, Bukavu, c'est multiplié par 5. C'est multiplié par 5. Donc, les surtaxes, ou la surtaxe, la population voit. Bref, la population n'est pas idiote, la population connaît son ennemi. Et pour la population, parce que nous disons les populations de l'Est, mais même à Kinshasa, il y a les gens de l'Est. Même à l'Est, il y a les gens de l'Ouest, il y a les gens du Centre. Donc c'est la population congolaise qui souffre. Et cette population veut rester unie et solidaire. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire, ou doit continuer de faire, en prenant le taureau par le cornes. En prenant le taureau par le corne, Chantal Faïda, on va parler de la petite économie justement parce que dans les 3 éléments que vous avez évoqués comme militants à ce que cette situation perdure, que les occupants viennent et reviennent, il y a une dimension économique. Dans ce que Niké vient de dire tantôt, il y a la question des sociétés brassicoles, mais on nous fait dire aussi que toute l'économie pratiquement est redirigée vers le Rwanda. Vivre frais, et pas seulement redirigée vers le Rwanda, mais monopolisée même. Il semble que c'est une seule famille qui, désormais, se charge de gérer l'économie de la province du Nord Kivu, particulièrement pour parler de Goma. Ce sont les informations que vous avez, vous aussi. Exactement. En tout cas, j'ai ces informations. Et même, il y avait une microfinance qui a ouvert à Nyiragongo et qui, ça fait 2 mois, les répondants ne savent pas donner accès aux ressources, à l'argent. Donc, les gens ont déposé, mais aujourd'hui, ils ne savent plus avoir accès. Donc, c'est un peu une anarque qui vient en fait de voir le jour. J'aimerais également analyser la situation actuelle à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que quand on va sortir de cette situation, on va vraiment devenir des vrais et dignes patriotes. Le peu de temps d'absence du pouvoir central, on a senti que quand ils étaient là, ils étaient des héros. Mais nous, au départ, en tant qu'activistes, on était en train de demander les meilleurs. Parce que la brave dame qui est passée dans les Vox a parlé de l'accès à la justice, l'accès aux prisonniers. Il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de prison. J'ai échangé avec un ancien conseiller communal, en fait, il est toujours conseiller communal, bien qu'il ne siège pas, de Goma, qui a parlé d'une torture qu'il a subie à la prison de Mogoma. Et donc, on fait des simulations de morts, de situations inacceptables, donc au risque de perdre la vie. Il y a même des enterrements qui sont discrets, sans que les familles ne soient au courant des personnes qu'ils tuent. Et aujourd'hui, on se rend compte que le peu de gouvernance qu'on avait, qu'on critiquait auparavant, c'était quand même acceptable par rapport à ce qui est là aujourd'hui. Et donc, on doit beaucoup d'égards à notre pouvoir central parce qu'ils n'ont pas utilisé la violence. On dit toujours que celui qui recourt à la violence, c'est celui qui est faible. Et donc, aujourd'hui, ceux qui ont recouru à la violence, qui tuent, qui massacrent, donc quelque part, ils se reprochent d'une faiblesse grave. Pourquoi ils ne peuvent pas venir dialoguer en face à face avec les pouvoirs plutôt que d'utiliser le peuple comme bouclier humain? Parce qu'on peut trouver des consensus, mais quelque part, les sangs des innocents vont toujours crier justice. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils ne doivent pas oublier. On va trouver les accords, on est à Doha, on est à Washington, mais il y a les sangs des innocents qui doivent trouver réparation. Et le deuxième niveau d'analyse, c'est la complicité de la communauté internationale. Vous savez, nous avons des instruments juridiques qui interdisent aux États d'agresser un autre État via un mouvement armé. C'est vraiment interdit. Il y a les protocoles, c'est signé, et tous les États de l'Union africaine ont signé ces instruments. Mais comment se fait-il que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu des sanctions économiques contre le Rwanda par rapport à ce qui s'est passé?
on voit toujours des émissaires étrangers qui atterrissent à Kigali et qui continuent à échanger comme si de rien n'était avec les institutions rwandaises. Donc nous, en tant que RDC, on doit s'interroger pour dire, est-ce que vraiment nous sommes encore dans la communauté internationale? Parce que ce qui se passe, c'est inacceptable dans notre siècle de recourir aux armes de tout calibre. Donc c'est des armes même sophistiquées. Les gens l'ont détaillé à l'entrée le 27 janvier. Pour la plupart, ils n'ont pas entendu de coups de feu comme on s'entendait, parce que c'était des armes sophistiquées. Mais le lendemain, les carnages, les gens étaient étonnés pour dire c'est des armes silencieuses qui font ce genre de dégâts. Des massacres. Donc c'est incroyable et inacceptable. Donc il faut vraiment des sanctions contre les Rwandais. Et là, c'est la responsabilité de la communauté internationale, parce que nous signons des documents. Alors, à quoi ça sert de signer des instruments qu'aucun État ne peut agresser l'autre en passant par un mouvement armé? Nous tous, on a signé ça, mais c'est violé et personne ne s'élève pour être de nos côtés. C'est un élément important. La communauté internationale est donc responsabilisée parce que nous cheminons vers la fin. Avant que nous y arrivons, il y a des figures qui ont porté la résistance. Et nous avons décidé, au cours de ces différentes productions que nous allons faire, de faire un focus sur une figure. Et pour aujourd'hui, nous avons choisi un évêque célèbre, par le combat qu'il a mené, le flambeau qu'il tenait. Et il va servir d'exemple, mais pourquoi pas d'émulation aussi. Monseigneur Muziriwa, c'est de lui qu'il s'agit. Il était une fois dans la nuit, une lampe vacillante dans les montagnes embrumées du Kivu. Christophe Muziriwa naquit en 1926 à Bouralé, au bord des collines fertiles du sud Kivu. Très tôt, il sentit l'appel d'un autre chemin, celui du sacerdoce. Ordonné prêtre en 1958, il porta sur ses épaules le manteau des pauvres, des humiliés, des sans-voix. On lui brûlait une soif de justice, une faim de vérité qui ne se contentait pas de paroles tièdes. Il choisit les ruelles poussiéreuses de Bukavu, les camps de réfugiés, les villages brisés par la guerre. En 1994, après les génocides rwandais, l'Est du Congo devint un océan de misère. Des milliers de réfugiés, hagards et traqués, franchirent les montagnes pour trouver asile. Là où la souffrance hurlait, il posait son regard ferme, tendre et exigeant. Muziriwa ouvrit ses bras. Il parla haut, il parla fort. Il devint évêque, puis archevêque de Bukavu. Mais il ne s'est laissé jamais enfermer dans le dorure de son palais. Il dénonce les seigneurs de la guerre. Il dénonça le puissant qui attisait la haine, les armées étrangères et les complices silencieux qui transformaient son pays en champ de bataille. Les profiteurs de guerre qui vendaient la mort comme on vend du pain. Monseigneur Muziriwa, qui s'est considéré sentinelle de l'église de Bukavu, se soit engagé pour la promotion de la paix, en appelant à corps et à cri à la réconciliation et la justice. De même, il rappelait aux organismes internationaux leur devoir de protéger et d'assister ces réfugiés, au risque de tomber dans un crime contre l'humanité. Sa demeure était celle des déplacés. Son trésor, celui des affamés, ses gardes du corps, les enfants de la rue. Si je me tais, qui parlera? Sa voix devint un tambour qui dérange. Et plus il parlait, plus les ténèbres s'est renfermées autour de lui. Mais il parlait, sachant que chaque mot pouvait être son arrêt de mort. Chaque mot dressait autour de lui le mur de sa condamnation. Le 29 octobre 1996, Bukavu est assiégé par les troupes de l'Alliance et leurs alliés rwandais entrent dans la ville. Muziriwa refuse de fuir. Il marche dans la rue, droit,
Fragile et immense, il refuse d'abandonner son peuple. Il tombe sur cette terre qu'il avait tant aimée. Son sang se mêla à la poussière de Bukavu, comme une encre rouge pour sceller le témoignage de sa vie. On laissa son cadavre gisant, exposé au regard, comme pour étouffer le courage par la terreur, sur la terre qui l'a servi. Mais le martyr ne meurt jamais. La mort d'un juste n'est jamais un silence. Depuis, Moundiroa est devenu plus qu'un nom, une mémoire, un feu. Le nom de Moundiroa est devenu un chant, un cri, une prière. Il est le prophète du Kivu, le saint des sans-voix, le témoin de la vérité au prix du sang. Son héritage demeure, inscrit dans les cœurs, inscrit dans la terre de Bukavu. Aujourd'hui, l'Église a ouvert sa cause de béatification. Mais pour beaucoup des Congolais, il est déjà saint, car il a donné sa vie, comme on brise le pain pour ses frères. Christophe Moundiroa n'a pas vécu pour lui-même. Il a marché droit, les yeux fixés sur la justice, au milieu d'un monde de mensonges, de méchanceté et de l'inhumanité. Et quand vint l'heure de l'épreuve, il ne se cacha pas. Il se livra, comme le grain de blé qui doit mourir pour porter plus de fruits. Le sang de Moundiroa parle encore. Il dit aux Congolais, n'ayez pas peur, soyez la voix des sans-voix, car une vie donnée pour la justice ne meurt jamais. Monseigneur Moundiroa, c'est ce martyr, une victime des occupants rwandais. Patient Bachombe. Vous savez, un grand berger, Moundiroa, a protégé la population du Sud Kivu. En 1996, j'étais présent et j'ai vu un homme se lever. Rappelez-vous du contexte, c'est au moment où l'armée rwandaise larguait des bombes dans les camps de Hutus, des réfugiés Hutus qui avaient fui la guerre au Rwanda et qui les poursuivaient. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils ont, n'est-ce pas, agressé la République. Ils ont pénétré la République et voulaient commencer par Uvira, vous voyez, la plaine de la Ruzizi, pour arriver à Bukavu. Et il a averti la population de ne pas fuir parce que l'ennemi avait une ambition de pouvoir amputer cette partie. Et vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, il avait prophétisé. Et cet homme est resté dans nos cœurs jusqu'à aujourd'hui parce qu'il symbolise la résistance et la résilience. Et chaque fois que vous parlez de Moundiroa au nord Kivu, au sud Kivu et toute la partie, et même dans notre pays, vous voyez les symboles de la résistance. Et c'est à ça que j'invite la population au nord, au sud Kivu, et même à Ituri, à la résistance, à la résilience et même à l'espoir. Ça c'est très bien dit. Nikez, vous avez parlé de Moundiroa dans votre livre. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué chez lui? Si je mettais qui parlera, effectivement, dans une de mes publications, Les marionnettes congolaises, j'ai parlé effectivement de 7 figures de résistance. Vous avez Monseigneur l'archevêque Moundiroa, Kataliko et Dominique Kimpinde. Aujourd'hui, nous parlons de Moundiroa. Si je mettais qui parlera, voilà le bon berger. Le bon berger qui veut que, même quand 99 brebis sont dans l'enclos, qu'il y a une qui manque, il doit aller vers lui. Moundiroa n'a pas été tué dans la maison.
il a été tué dans la rue, sous des bombes. C'est-à-dire qu'il n'avait pas peur, il voulait effectivement s'assurer, tout en sachant qu'il était l'agneau, s'assurer que sa population, que ses brebis étaient épargnées, étaient en sécurité. Il n'a pas eu peur, il a affronté la mort, et là, nous estimons qu'il occupe une place dans le royaume des cieux. Voilà, malgré les bombes, il a résisté, il n'a pas eu peur. Chantal Faïda, quand vous regardez le combat de Monseigneur Muziriwa, vous pensez qu'il y a des femmes aujourd'hui qui peuvent le prendre en exemple? Oui, il y en a nombreuses, parce que je me rappelle en 2009, il y a des femmes qui sont allées à Rutshuru rencontrer Laurent Kunda alors qu'il n'était pas encore à Goma. C'est-à-dire qu'il y a ces braves activistes, je vais citer Maman Julienne Lusenge et d'autres qui ne cessent de faire la fierté. Et donc aujourd'hui, on a des mesures féminines en RDC. Il a légué beaucoup de héros de la lutte. Et j'aimerais aussi faire un appel aux autres Congolais en se disant que ce que nous sommes en train de traverser doit être documenté par des ouvrages. Aujourd'hui, en Ukraine, ils sont dans la guerre, mais il y a plus de 200 ouvrages sur cette guerre qui sont déjà publiés. Et pour la RDC, combien d'émissions avons-nous produit? Combien de livres? Combien de chansons? Combien d'articles? Et donc ça, c'est vraiment l'élite intellectuelle congolaise qui doit s'élever pour aussi résister au travers de son talent, de ses compétences, de ses capacités. Amis téléspectateurs, vous avez suivi depuis plus d'une heure ces échanges que nous avons eus sur l'occupation illégale de la partie Est de la République démocratique du Congo par le Rwanda et sa brigade avancée, qu'est le M23, l'AFC M23, et nous avions sur ces plateaux Nikiez Kibelbel, nous avions Chantal Faïda et Patient Chombe, avec qui nous avons abordé ces différentes facettes de cette occupation et le mal que cela fait à la République démocratique du Congo en général, en particulier au peuple de Goma, de Bukavu et de toutes les entités sous occupation rwandaise. Le cordon ombilical est fort, l'idée d'un Congo fort et uni est intacte et donc la radio-télévision nationale congolaise maintiendra la flamme. Kivu Nabiso, c'est le créneau, c'est la vitrine et chaque semaine, on reviendra sur des sujets important pour démontrer que le Kivu, le Kasaï, le Katanga, le Bandundu font partie de la République démocratique du Congo. Il n'y a aucun débat sur ces sujets. Merci de nous avoir suivis et merci à nos invités aussi et bonne suite de programme surtout sur la télévision nationale. Merci.